Bonsoir à toutes et à tous. Merci d'être si nombreux ce soir pour cette conférence intitulée « Sport et nutrition ». Le service sport de la communauté de communes ACTA est très heureux de vous accueillir ici à Pluvigné. Et nous poursuivons donc notre engagement en faveur de l'information et de la sensibilisation autour des bienfaits de l'activité physique. Après avoir abordé les dangers de la sédentarité en janvier 2024 avec le professeur Carré et mis en lumière l'importance du sport pour une bonne santé mentale en 2025, cette nouvelle conférence se penchera sur un enjeu essentiel, le rôle de la nutrition dans la pratique sportive. Ce rendez-vous va nous permettre d'aborder de manière concrète la nutrition adaptée aux activités physiques et sportives. Le docteur Frédéric Maton s'adressera donc aussi bien aux sportifs confirmés qu'aux pratiquants réguliers ou occasionnels. À travers cette conférence, il vous rappellera que les besoins nutritionnels varient selon de nombreux facteurs. Disciplines pratiquées, l'endurance, la force, le sport collectif, l'âge, le sexe, l'intensité, la fréquence de l'entraînement ou encore la qualité du sommeil. Le sport et la nutrition sont indissociables, que l'on soit sportif amateur ou athlète confirmé. L'alimentation joue un rôle fondamental dans la performance, la récupération et la prévention des blessures. L'objectif de cette conférence est de comprendre comment bien manger pour bien bouger. Donc je vais laisser la parole maintenant à Frédéric Maton qui va vous donner beaucoup de conseils. Merci. Merci pour ce petit mot d'introduction. Bonsoir à tous. Alors nous allons aborder ce soir la nutrition des activités physiques et sportives. Alors comptez pas sur moi pour vous faire un cours trop magistral, trop universitaire. Je pense que vous n'en avez pas envie ce soir. Moi non plus, j'ai pas envie de vous présenter la nutrition sous cette forme. Je vais plutôt rester d'un point de vue très pratico-pratique pour vous donner des repères, des petites astuces pour essayer d'adapter votre alimentation à votre pratique d'activité physique. Alors, je vais essayer de m'adapter à tous les types d'activités physiques. Donc voilà un peu la trame de mon exposé ce soir. Alors, la nutrition, c'est très difficile finalement d'aborder cette thématique de la nutrition. Pourquoi ? Parce que ça dépend de quelle vision nous avons de la nutrition. On a forcément une vision santé de la nutrition. Je mange bien pour me sentir bien, pour améliorer mon bien-être et ma santé. Alors, s'intéresser à la nutrition, c'est souvent aussi associé à des régimes, à des pertes de poids. Alors, c'est une vision très restrictive, très limitative de la nutrition. Nos choix alimentaires sont également un peu parasités par des discours militants, des concepts plus ou moins à la mode. Alors, ils sont autour de nous. Il y a un matraquage un peu commercial autour de ces notions, comme des notions d'alimentation, des concepts alimentaires, comme là on sort des fêtes avec l'alimentation détox. Tout le monde se met à l'alimentation détox, c'est un exemple. Vous avez l'alimentation anti-inflammatoire ou n'importe quoi. Enfin voilà, il y a différentes thématiques que l'on colle un peu à la nutrition. Alors est-ce que c'est valable ? Est-ce qu'il faut se lancer là-dedans ou pas ? Enfin, donc nous allons voir un peu tout ça. Et puis l'alimentation aussi, la nutrition du sport, c'est aussi s'adapter à la performance, c'est aussi un enjeu de performance. Dans le sport de haut niveau, la nutrition est un facteur majeur de performance. Et puis nos choix alimentaires, avec tout ça, ils sont aussi influencés par les messages institutionnels, qui sont des messages santé, les 5 fruits et légumes par jour par exemple, mais ça influence inévitablement notre mode alimentaire. Le premier chapitre, d'abord, faut dresser le socle de l'alimentation au quotidien, qui est l'équilibre alimentaire. Qu'est-ce que c'est que manger équilibré ? Donc on va s'intéresser en premier lieu à ce socle d'alimentation équilibrée, parce que c'est vraiment le socle de notre alimentation au quotidien, sur lequel, alors si ce socle est respecté, après on pourra construire n'importe quel objectif. Prise de masse musculaire, perte de poids, préparer une compétition, améliorer mon bien-être, etc. Mais ce socle est quand même très intéressant et très important à respecter. Alors, qu'est-ce que manger équilibré ? Alors, je vais vous donner quand même quelques petits repères. Alors, c'est respecter des repères. Alors, pour moi, il y en a trois importants. On va rester simple. Ce qu'on appelle les valeurs nutritionnelles de référence. Alors, ce sont des repères nutritionnels. On va le voir rapidement. Comment organiser mon assiette à chaque repas pour être sûr que je mange équilibré. Donc là, on est vraiment dans le pratique. Et puis, dans cet équilibre alimentaire, il y a la notion de l'hydratation qui est fondamentale. Vous allez voir pourquoi. On ne peut pas manger équilibré si on n'a pas une bonne hydratation. Alors on va commencer par le premier item, c'est ce qu'on appelle les valeurs nutritionnelles de référence, c'est ni plus ni moins les fréquences de consommation des aliments.
Alors, s'il y a des références à connaître, en tout cas reconnues, c'est celle-là. Alors, quand on est actif, alors quand je dis actif, c'est activité physique et sportif, hein, donc c'est que vous fassiez de la marche tous les jours ou que vous prépariez un marathon, ça reste ce type de repère. On les adaptera après, mais donc finalement les féculents, les céréales, donc tout ce qui apporte de l'énergie, c'est 2 à 3 par jour, c'est à chaque repas. Les fruits et légumes, vous connaissez le refrain, hein, 5 fruits et légumes par jour. Les légumes secs, c'est tout ce qui est légumineuses, lentilles, flageolets, pois secs, etc. Le pois chiche, c'est 1 à 2 fois par semaine chez la personne active. Vous voyez qu'on en mange en général pas assez souvent. Tout ce qui est apport protéiné, viande, poisson, des œufs, du jambon, les protéines végétales, c'est 2 fois par jour, dont les produits de la mer 2 à 3 fois par semaine, et dont les poissons gras, on va voir l'importance, c'est 1 fois par semaine. Donc poisson gras, tout ce qui est saumon, poisson, hareng, le thon, le maquereau, genre de poisson. Les abats, c'est 1 fois par mois, les produits laitiers 2 à 3 par jour, et puis l'eau, on est à 1,5 litre d'eau par jour. Donc si on respecte ça, alors c'est un peu compliqué, il faut calculer, hein. Si on respecte ça, finalement, sur une journée, on mange principalement de l'énergie, donc par les féculents, les produits sucrés, etc. On mange un peu de protéines et puis un petit peu de graisse. Ça, c'est un peu finalement ce que vous mangez sur une journée. On va maintenant s'écarter de tout ça, on va rester plus pratique. Alors, à quoi ça correspond? Alors, quand même, pour vous expliquer un peu le fondement de ces repères, finalement, il faut quand même savoir à quoi ça correspond, qu'est-ce que ça apporte à l'organisme. Donc, mieux comprendre les nutriments. Alors, c'est ce que je vous ai dit, hein, tout ce qui est féculents, pâtes, riz, pommes de terre, semoule et tous les produits sucrés, c'est ce qu'on appelle la famille des glucides. Ça apporte avant tout de l'énergie qui va se stocker dans le foie et les muscles. Et c'est dans nos foies ou les muscles que se trouve notre réserve d'énergie que l'on va après dépenser en faisant du vélo, du karaté, de la zumba ou ce que vous voulez. Un facteur de performance et un facteur de santé, c'est justement savoir diversifier ses apports en féculents. Un sportif a toujours trop tendance à manger que des pâtes. Des pâtes, ça apporte de l'énergie et c'est tout. D'autres types de féculents, les pâtes complètes, le riz complet, après toutes les légumineuses, hein, les lentilles, les flageolets, la forcerie, ça apporte bien d'autres choses. Ça apporte parfois des protéines, comme il y a du quinoa. Du quinoa, c'est un féculent avec un peu de protéines. Il y a plein d'autres féculents qui apportent bien plus que de l'énergie. Ça apporte aussi des minéraux. Ça contribue à augmenter la valeur minérale de notre alimentation. Et plus on aura une valeur minérale importante, et ça, c'est un facteur de santé et forcément de tolérance de l'effort. Donc il faut avant tout essayer de diversifier sa consommation de féculents, ne pas manger que des pâtes. Alors je n'ai pas dit que les pâtes n'étaient pas bons, hein, chez les sportifs. Ce qui n'est pas très bien, c'est de manger des pâtes tous les jours. Voilà, le fait de diversifier ses féculents va permettre d'enrichir son alimentation en minéraux. L'autre grande famille, c'est les protéines, viande, poisson, des œufs, du jambon, ce genre de choses, ou protéines végétales. Alors ça sert à entretenir notre masse musculaire jusqu'à la développer. Donc d'où l'importance de maintenir une bonne consommation de protéines quand on est actif. Alors, quelquefois on est en surcharge. Alors, le principal problème de la surcharge, quand on mange trop de protéines, il ne faut pas oublier que l'excès se transforme en graisse plutôt que d'être éliminé. Donc voilà, ça peut avoir un impact en termes de régulation pondérale. Les graisses, alors on a toujours tendance à être un peu trop restrictif. On sait qu'il ne faut pas trop en manger, hein, surtout plus on avance en âge. J'insisterai quand même sur ce qu'on appelle les AGE, les acides gras essentiels. Donc c'est ce que je disais tout à l'heure, les huiles de poisson, les œufs, les fruits oléagineux, les abats, surtout les poissons gras que j'ai évoqués tout à l'heure, parce que vous voyez toutes les fonctions que remplissent ces acides gras essentiels. Ils interviennent dans toutes les fonctions fondamentales de notre organisme. Alors même si on veut perdre du poids, même si on va le voir après, même si on veut perdre du poids, on peut limiter ses apports en graisse, n'importe quelle graisse, mais on doit garantir impérativement ces acides gras essentiels de par les nombreuses fonctions essentielles qu'ils maintiennent, sur lesquelles ils participent dans notre organisme. Donc finalement, c'est un poisson gras par semaine. Et puis après, il y a les huiles d'assaisonnement, les fruits oléagineux qui viennent là en complément pour finalement satisfaire nos besoins en oméga 3, oméga 6, ce genre de choses. La famille des vitamines et des minéraux, alors on ne va pas tous les citer, si on en a pour la soirée. Hein. Simplement le calcium qui est dans les produits laitiers sert à consolider nos os. Le zinc qui est dans les légumineuses essentiellement participe à fournir de l'énergie à nos muscles.
Le magnésium intervient dans la conduction neurologique et également dans le métabolisme neurologique, le métabolisme énergétique, et donc il est dans tous les produits complets, globalement. Le fer dans tous les produits protéinés, viande, poisson, des œufs, etc. Et il sert à transporter l'oxygène. Le sodium dans les échanges transmembranaires, on va le voir avec l'hydratation. Et puis le sélénium, c'est un peu un détoxifiant, le sélénium. C'est un nom un peu barbare, bon, les sportifs connaissent. C'est dans les produits laitiers et toutes les protéines. Et c'est un détoxifiant, donc c'est un nettoyeur, ni plus ni moins. Et dans les vitamines, donc la vitamine A a un rôle essentiel dans la qualité de la vision. On le trouve dans les produits, les poissons gras encore, les produits gras, hein, les œufs, le foie et les beurres. Vitamine B, c'est dans tous les produits protéinés, viande, poisson, etc. Intervient dans la croissance cellulaire, a fortiori si on veut développer sa masse musculaire. La vitamine C, c'est aussi un détoxifiant, un nettoyeur chez le sportif. Hein, c'est la famille des antioxydants. On les retrouve dans les fruits et légumes frais. La vitamine D, c'est essentiellement notre peau qui fabrique elle-même notre vitamine D. On trouve également un apport complémentaire dans les poissons gras et les œufs, mais c'est essentiellement notre peau qui fabrique la vitamine D. Et la vitamine D vient consolider le calcium dans les os, donc participe à la bonne santé du squelette. Et puis la vitamine E, que l'on trouve dans les huiles végétales, les poissons gras et les fruits agineux. Et donc là, c'est encore également un antioxydant, donc c'est un détoxifiant pour l'organisme. Donc voilà un peu, on en a terminé pour la partie universitaire. Ce que je vous ai présenté tout à l'heure sur la fréquence de consommation des aliments, ça représente exactement la même chose. Par contre, pour vous, c'est beaucoup plus pratique. C'est comment composer son assiette au quotidien. C'est ce qu'on appelle les assiettes aux 3 couleurs. Alors les assiettes aux 3 couleurs, on a toujours, ça c'est l'assiette classique, hein, quand on est actif, a fortiori quand on revient d'un entraînement. Il faut la majorité de son assiette, ce qui est en marron, donc c'est l'apport énergétique, les féculents, pâtes, riz, pommes de terre, semoule, etc. Une part, j'ai symbolisé par un quart d'assiette, une part de protéines, un filet de poisson, un steak, des œufs, et puis des légumes, un quart de légumes pour l'apport vitaminique, en fibres, l'apport en eau, etc. Donc ça c'est un peu l'assiette classique du sportif ou de l'actif. Après, si vous n'avez rien fait aujourd'hui, vous n'allez pas vous imposer à manger une demi-assiette de pâtes ce soir, hein. Ça ne sert strictement à rien. Si vous n'avez pas eu de dépenses énergétiques, là vous pouvez réduire votre apport énergétique à un quart, voire peut-être un peu moins, mais il faut quand même au moins à peu près un quart d'assiette. La part de protéines, elle ne change pas, et puis là, on augmente finalement la part de légumes pour atteindre la satiété. Donc vous voyez finalement, cette frontière qu'on a entre la partie énergétique des féculents et les légumes, finalement on la fait varier en fonction de son niveau de dépense énergétique. Mais à partir du moment où on a les 3 composantes, les 3 couleurs, on est quasiment certain d'avoir une assiette équilibrée. Ça c'est un repère important. Si vous avez les 3 couleurs dans l'assiette, votre assiette est équilibrée. Et puis si vous cherchez à perdre du poids dans les sports à catégorie de poids par exemple, là il faut encore réduire un petit peu la part des glucides, des féculents. Mais vous voyez qu'elle est toujours présente. Il est hors de question qu'on enlève cette part de glucides sous prétexte qu'on a 2 kilos à perdre. Donc les régimes que prônent certains de supprimer les féculents, par exemple, supprimer les apports énergétiques, alors c'est certain, hein, vous allez perdre beaucoup de poids et très rapidement, seulement c'est la fatigue assurée, c'est éventuellement le risque de blessure assuré aussi. Et puis on ne peut pas se satisfaire de ce type d'alimentation où on a des frustrations alimentaires, des grosses restrictions énergétiques, très mal vécu d'un point de vue psychologique, comme d'un point de vue aussi musculaire, avec, encore une fois, le risque de blessure. Donc voilà, encore une fois, on peut réduire la partie énergétique si on a un protocole, un souhait de perte de poids, mais en tout cas, il faut toujours qu'il y ait les 3 couleurs dans l'assiette. Encore une fois, c'est un repère d'alimentation équilibrée. Et puis le 3e repère, c'est l'hydratation. Alors j'ai voulu en parler parce que dans notre consultation au quotidien, on se rend compte qu'il y a beaucoup de gens qui croient boire suffisamment. Et finalement, il y a très peu de sportifs ou d'actifs qui ont une consommation hydrique en rapport avec leurs besoins. Alors on a dit tout à l'heure que finalement, au quotidien, le sédentaire, celui qui ne fait rien, normalement il devrait boire 1,5 litre d'eau par jour. Et bien on rajoute classiquement un demi-litre à 1 litre par heure ou par demi-heure de pratique sportive. Ça dépend du climat, ça dépend de beaucoup de paramètres aussi, ça dépend de la corpulence du sportif. Donc c'est difficile de vous donner des repères. Combien je dois boire sur une journée pour être certain d'être à l'équilibre, de satisfaire mes besoins. Encore une fois, ça dépend de tellement de paramètres que c'est difficile à calculer. Après, quelle eau est la meilleure à boire? Alors toutes les eaux sont bonnes à boire, même l'eau du robinet. L'eau du robinet est faiblement minéralisée, mais ça reste de l'eau de bonne qualité.
Le mieux, c'est quand même de varier les eaux, parce que vous voyez qu'en fonction de la société, finalement, il y a une propriété particulière que peut vous apporter votre consommation hydrique. Riche en bicarbonate comme la ceinture, riche en calcium, Courmayeur, Épar ou ce genre de choses, riche en magnésium, bon, Rosanna, Épar, c'est des connus. Donc voilà, alors je vous invite sur le site Herbemeds, je vous donnerai, vous avez l'adresse ici, c'est un site institutionnel, hein, c'est l'Institut de recherche bien-être, médecine et sport santé pour lequel je travaille, qui est un institut de Hauts-de-France, institutionnel, non commercial, donc qui prône la spécificité de l'alimentation des sportifs, et donc vous retrouverez sur ce site la classification de toutes les eaux et leurs propriétés. Donc essayez dans un but de santé, de diversifier les eaux de boisson. Alors quand on va acheter son eau en supermarché, essayez de prendre 2 packs d'eau différents, 2 marques différentes, plutôt que celles qu'on prend tous les jours depuis 10 ans. Essayez de changer ses habitudes. Et ça vous apportera, encore une fois, un apport supplémentaire en minéraux. Ça vous augmentera votre densité minérale au quotidien. Alors s'il est difficile de vous donner des repères en termes de consommation d'eau, quelle quantité d'eau je dois boire en fonction de ma corpulence et de mon activité. Alors, on a quand même des petits trucs pour savoir si je bois suffisamment ou pas. Alors, le premier petit truc, c'est finalement la couleur des urines. Alors, on devrait tous regarder un peu la couleur des urines, notamment le matin, les premières urines du matin. On sait que des urines très concentrées, donc très jaunes, c'est le reflet que finalement on n'a pas bu assez la veille. Alors, même si la veille, vous avez bu 3 litres, si le lendemain matin, vous avez des urines jaunes au réveil, c'est que les 3 litres n'étaient pas suffisants par rapport à votre niveau de dépense, votre niveau d'activité. Normalement, on devrait avoir toujours des urines claires toute la journée, y compris les premières urines du matin. Donc ça, c'est un repère qui est tout simple et qui traduit vraiment votre apport en eau. Est-ce que l'eau que vous avez bu a satisfait vos besoins ou pas ? Le deuxième repère, c'est la sensation de soif. Alors normalement, on ne devrait jamais avoir soif. On dit toujours qu'il ne faut jamais attendre d'avoir soif pour boire. Pourquoi ? Parce que la soif, c'est une information qui est donnée par le cerveau, qui a déjà analysé la concentration du sang. Et si le sang est trop concentré, donc parce que vous n'avez pas assez bu, l'information va au cerveau, le cerveau vous dit « j'ai soif », vous buvez de l'eau et vous rediluez votre sang, vous rétablissez une dilution sanguine correcte. Ce qui veut dire que la soif, c'est un signal d'alarme, c'est un signal d'alerte. Donc si vous avez soif, c'est que vous êtes déjà déshydraté. Donc il est déjà trop tard. Alors trop tard parce que ce n'est pas parce que vous allez boire rapidement que vous allez corriger cette déshydratation. Une déshydratation, ça met parfois plusieurs heures à se corriger. Alors les signes de déshydratation, c'est quoi ? C'est avant tout la fatigue. Il faut savoir que chez l'actif et a fortiori chez le sportif, c'est la première cause de fatigue chez le sportif. C'est la déshydratation. Alors déshydratation qui devient chronique, si elle s'installe comme ça, jour après jour, ça devient une déshydratation chronique qui est encore plus difficile à corriger. Donc le premier signe, c'est la fatigue. Après, une diminution des performances, et forcément, c'est un risque de blessure, notamment des tissus mous, ce qu'on appelle les tissus mous, les tendons, les tendinites, les claquages musculaires, etc. Donc très sujet à survenir quand on est déshydraté. Donc voilà un peu l'importance de l'hydratation. C'est vraiment le premier facteur pour moi de bien-être en termes de lutte contre la fatigue, de tolérance de l'effort et de prévention blessure. Donc finalement, pour conclure, manger équilibré, c'est finalement respecter la fréquence de consommation des aliments que je vous ai présentés, avoir une assiette aux 3 couleurs et puis finalement avoir une bonne hydratation avec des urines claires. Et là, normalement, vous avez une alimentation équilibrée. Alors après, nutrition et sport santé, on peut l'aborder sous forme de différents items. Alors d'abord, comment gérer son poids ? Alors, soit perte de poids, soit prise de masse. Alors on va surtout s'orienter sur la perte de poids parce que voilà, c'est quand même l'objectif que recherchent de nombreuses personnes. Alors quelle adaptation faut-il faire sur les repères que je viens de vous présenter quand on veut perdre quelques kilos, alors que l'on souhaite s'affûter parce qu'on a un marathon ou un 10 km dans 2 mois ou voilà, pour X raisons. Faut forcément diminuer la valeur énergétique de ce que vous mangez, c'est l'histoire de balance. Si vous mangez moins de calories que ce que vous dépensez, forcément vous allez perdre du poids. L'inverse est vrai aussi, malheureusement. Alors si on diminue la valeur énergétique, faut diminuer la valeur en graisse, l'apport en graisse en préservant les acides gras essentiels. Donc on diminue les autres graisses.
on diminue les grignotages, on est attentif au grignotage, notamment ce que j'ai appelé les dangers du soir. Hein. On a alimentation correcte toute la journée, équilibrée, et puis le soir, en devant sa télé, c'est là où on mange n'importe quoi. Donc, et là, on fusille complètement tous les efforts de la journée. Donc attention à tout ça. À côté de ça, donc ça c'est ce qui diminuait. À côté de ça, il faut augmenter certaines choses. Il faut augmenter votre hydratation parce que vouloir perdre du poids, c'est un stress cellulaire pour l'organisme. Donc il va falloir hydrater d'autant plus votre organisme. Et puis, si vous diminuez la valeur énergétique de votre alimentation, inévitablement, vous diminuez votre apport en vitamines et minéraux. Donc il faudra essayer de compenser par des aliments riches en minéraux et en vitamines. Donc augmenter ce qu'on appelle la valeur vitaminique et minérale de votre alimentation. Maintenir donc les apports énergétiques en glucides, ce que je vous ai dit tout à l'heure, maintenir les acides gras essentiels, j'en ai parlé, puis maintenir un apport en protéines parce que il faut préserver votre masse musculaire, donc il faut garder un apport en protéines. Et puis ce qui est le plus important, c'est être attentif à son comportement alimentaire, et ça je vais en parler juste après. Donc c'est ce que je vous disais, on réduit au maximum l'apport énergétique, mais on garde toujours des assiettes à 3 couleurs. Alors le comportement alimentaire, c'est quoi ? Bah finalement, alors ça c'est un titre que je vous ai mis, la photo d'un titre que j'ai mis dans mon bouquin. Tout est résumé là-dedans. Donc arrêtez de vouloir maigrir, de toute façon ça ne marchera pas. En fait c'est ça. Vouloir maigrir, ça ne sert à rien. Par contre, décidez plutôt de manger autrement. Posez-vous quelques questions. Pourquoi je dois perdre du poids ? Alors j'ai décidé de perdre 1 kg, 2 kg, 3 kg. Alors qui a décidé de perdre 1, 2 ou 3 kg ? Pourquoi ? Quelles raisons ? Quelles sont vraiment les motivations de perdre du poids ? Est-ce que c'est préparer un marathon dans 3 mois ? Est-ce que c'est j'ai un mariage, il faut que je rentre dans ma robe dans 2 mois ? Est-ce que je prépare la plage ? Pourquoi je dois perdre du poids ? Et comment y arriver ? Alors, les 3 principes, on en a déjà vu 2. Diminuer la valeur énergétique de ce que vous allez manger. Et puis, être actif pour augmenter votre dépense énergétique. Et puis, votre comportement alimentaire. Alors, une phrase qui résume tout, c'est « j'ai faim ou j'ai envie de manger ?» Pourquoi ? Parce que notre alimentation, si j'ai pris quelques kilos, est-ce que c'est réellement dû à mes erreurs alimentaires ? À ce que j'ai mis dans mon assiette ? Ou est-ce que c'est dû à autre chose ? En général, c'est dû à autre chose. C'est justement dû à votre comportement. Pourquoi ? Parce que notre alimentation est sous l'influence de nos émotions, alors bonnes ou mauvaises. Hein. On est dans un moment convivial, entre amis, forcément on va manger plus. On se sent bien, etc. Donc ça incite à manger plus. Mais au quotidien, c'est souvent l'inverse qui se passe. C'est des émotions négatives. Un stress, une angoisse, une anxiété, les tracasseries du quotidien, etc. Et puis on recherche un réconfort. C'est classiquement, on dévalise le frigo en rentrant du boulot après une journée très, très pénible, parce qu'on en recherche du réconfort dans l'alimentation qui est vraiment facilement accessible. Et le problème, il est là. En fait, on prend du poids, c'est peut-être parce qu'on a des émotions qui nous perturbent. Donc, il faut identifier ces émotions. Et puis, derrière, mettre en place des stratégies pour, justement, pallier à ces mauvaises habitudes alimentaires qui sont sous couvert de nos émotions. Alors, si je reprends mon exemple, parce que dans les émotions négatives qui peuvent parasiter notre alimentation, il y a effectivement tout ce qui est anxiété, angoisse, etc. Il y a aussi l'ennui et puis l'inactivité. Alors, plutôt que quand je m'ennuie, alors c'est à chacun de se poser la question, quelles sont les émotions négatives qui me perturbent et qui m'incitent à manger ? Alors, on a tous des émotions différentes, hein, à des degrés différents. Donc ça, c'est un travail personnel que doit faire chaque personne. Et puis après, la question suivante, qu'est-ce que je peux mettre en place comme activité pour éviter d'aller dévaliser le frigo ? Alors, dans ces activités, il y a un critère essentiel à respecter, c'est le plaisir. Il faut forcément que l'activité vous donne du plaisir pour compenser l'alimentation qui, elle aussi, vous donne du plaisir. Donc, quelle activité je suis capable de mettre en place dans ces moments de stress, d'ennui, d'angoisse, etc., qui me procurent du plaisir et qui finalement vont m'éviter de me ruer sur l'alimentation et de prendre du poids. Et si vous respectez finalement ce type de principe, finalement vous allez réguler votre poids à votre poids de forme en évitant des grandes variations de poids. Donc identifiez les émotions positives ou négatives qui perturbent votre alimentation et puis après, quelles activités vous pouvez mettre en place. Alors dans les activités, chacun trouvera la sienne.
Faire du puzzle, aller promener le chien, n'importe quoi, hein, faire du tricot, faire des mots croisés, enfin voilà. Mais il faut que ce soit une activité qui vous donne du plaisir. Donc c'est pour ça que c'est à chacun à trouver son activité. Très rapidement dans la prise de poids, parce que c'est vraiment très spécifique. Alors juste pour vous dire des grandes notions, alors c'est pas l'alimentation qui donne du muscle, hein. On devient musclé, c'est pas parce qu'on mange bien ou qu'on mange protéiné. C'est avant tout l'entraînement qui procure une prise de masse musculaire, un développement de la masse musculaire. Et puis manger alors même si les muscles sont faits de protéines, ça sert à rien d'avoir un régime hyper protéiné pour prendre de la masse musculaire. Ça serait trop simple, hein. Dans ce cas-là, tout le monde serait hyper baraque. C'est certain qu'il faut augmenter son apport en protéines, mais pas que. Il faut augmenter beaucoup de choses à côté. Pourquoi ? Parce que, alors il faut augmenter les protéines parce qu'on veut augmenter la masse musculaire, donc les muscles sont faits de protéines, donc il faut manger un peu plus protéiné que la normale. Par contre, créer de la fibre musculaire, ça coûte très cher en énergie, donc il faut augmenter votre apport énergétique, donc il faut manger un peu plus de pâtes, féculents, etc. Il faut augmenter l'eau, pourquoi ? Parce que l'azote, l'ammoniac, qui sont les produits issus de la destruction des protéines, du métabolisme des protéines, sont éliminés par les reins, donc il faut forcément augmenter la filtration rénale. Toute augmentation de l'apport protéiné entraîne une fuite urinaire de minéraux, donc vu que vous perdez vos minéraux, il faut augmenter la richesse en minéraux et également en vitamines. Donc vous voyez qu'il ne suffit pas d'augmenter son apport en protéines pour prendre de la masse musculaire, il faut reconditionner complètement son alimentation et ne pas oublier que c'est avant tout l'entraînement qui développe le muscle. La nutrition vient optimiser ce développement de la masse musculaire dû à l'entraînement. Troisième volet, après l'équilibre alimentaire et la régulation pondérale, c'est améliorer sa condition physique, voire performer. Alors, c'est toute la problématique d'adapter son alimentation par rapport à un événement sportif que l'on prépare, alors que ce soit une course, notamment une course ou un entraînement compliqué. Voilà, comment adapter son alimentation par rapport à un souhait de compétition, même si ce n'est pas une compétition amateur, entre guillemets, hein. Alors, ça commence la semaine pré-compétitive. Alors ça, c'est surtout dans toutes les disciplines d'endurance. Si vous préparez un 10 km, 20 km, marathon, etc., il faut savoir que la semaine précédente, il y a déjà des adaptations à faire. Il faut augmenter votre apport en eau, parce qu'il n'y a rien de pire que de faire votre course en étant déshydraté. Donc, il faut faire un protocole hydrique la semaine qui précède. Et puis, il faut déjà augmenter votre apport en énergie. Donc, forcer un peu tous les féculents pour booster au maximum vos réserves musculaires et hépatiques en réserve énergétique. Parce que forcément, plus vos citernes d'énergie seront pleines d'énergie, et mieux vous aurez d'énergie en réserve pour faire votre marathon, par exemple. Et étant donné que pour stocker l'énergie que vous allez manger en mangeant votre assiette de pâtes, il faut 2 petites clés pour que l'énergie de vos féculents se transforme en réserve d'énergie. Il faut de l'eau, parce que stocker cette énergie, il faut de l'eau, et il faut de la vitamine C. Donc vous voyez qu'on en revient aussi au fait qu'il ne suffit pas de manger des pâtes pour stocker de l'énergie dans son organisme. Il faut aussi être bien hydraté et avoir une bonne densité minérale et vitaminique. Donc ça, c'est un peu la semaine pré-compétitive, et puis on arrive à la veille de la compétition. Donc c'est finalement le repas un peu le plus important finalement pour préparer la compétition. Alors ce repas doit être digeste, donc pour qu'il soit digeste, il faut qu'il soit peu gras, parce que s'il est gras, forcément ça va rester sur le tube digestif et vous n'allez pas digérer la veille de la compétition et ça va nuire au sommeil. Pour qu'il soit... Alors il est conseillé d'être réduit en sucre rapide, c'est-à-dire très peu d'aliments sucrés la veille de la course, par exemple. Vous aurez une meilleure disponibilité en énergie le jour de la course. Et puis après, il doit être riche en oligo-éléments, en eau, en énergie. Enfin, après, on revient à notre assiette classique, en forçant un petit peu quand même sur les féculents, encore une fois, qui vont vous apporter de l'énergie. Après, en termes de protéines, vous pouvez tout manger, il n'y a pas de recommandation. C'est globalement votre assiette aux 3 couleurs, en boostant un peu la part des féculents et en n'oubliant certainement pas votre hydratation. Donc voilà un peu les recommandations de la veille de compétition ou la veille de course. Le dernier repas avant la course. Alors en termes de performance, ce qui est souvent méconnu, en termes de performance, ce repas ne sert à rien. Vous pouvez manger ce que vous voulez, ce repas ne va pas améliorer votre performance. Par contre, il peut nuire à votre performance. Parce que s'il est trop gras, vous n'allez pas le digérer, et puis vous allez prendre le départ de votre course en ayant encore le tube digestif qui sera encombré de votre digestion. Donc le repas avant course, il doit être terminé 2 heures avant l'effort. Alors j'ai bien mis 2 heures avant l'effort. L'échauffement est déjà à l'effort, hein, donc ce n'est pas 2 heures avant la course, c'est 2 heures avant l'effort. Il faut que vous ayez terminé votre repas.
Il doit être digeste et peu gras, c'est les deux recommandations, enfin c'est la recommandation du repas avant course. Alors, dans mon diapo, je mets souvent des petites fenêtres comme ça, tirées du bouquin. Alors, parce qu'on pose toujours la question en consultation, est-ce qu'on peut manger des sandwichs? Parce que quand on est en course, on est en déplacement, on y va en voiture, etc. Enfin, on n'a pas un frigo sous la main. Alors oui, un sandwich peut très bien être un repas pré-compétitif avant une course, à condition qu'il soit digeste et peu gras. Donc, si vous faites un sandwich comme ça avec du bon pain, de la dinde, du poulet, des crudités, il n'y a aucun problème. Si vous faites un thon mayonnaise, là, il y aura effectivement un peu trop de problèmes, un peu trop de gras. Si vous faites un panini au fromage, là, forcément, ça sera déconseillé. Donc, à vous de constituer votre sandwich de façon à ce qu'il soit digeste et peu gras. Et un sandwich peut très bien être un repas pré-compétitif et être performant pendant la compétition. Encore une fois, c'est pas parce que vous allez manger des pâtes ou quoi que ce soit avant la course que vous serez performant. Au contraire, il va falloir 4 à 5 heures pour que votre assiette de pâtes soit stockée en énergie. Donc 4-5 heures, vous serez arrivé dans votre course. Donc votre assiette de pâtes que vous allez manger 2 heures avant, elle va servir à rien du tout. Ce dernier repas avant course, c'est un relais énergétique. C'est une collation. C'est pas un vrai repas. Donc digeste, peu gras, et ça suffira largement. Les erreurs à éviter, donc, c'est trop copieux, trop gras. Et puis les grignotages en sucre, 1 heure avant la course, parce que si vous mangez trop sucré, si vous faites un shoot de sucre, des bonbons, ce genre de choses, 1 heure avant la course, forcément votre glycémie elle va augmenter, le sucre du sang, et puis là vous allez fabriquer, votre corps va fabriquer de l'insuline pour stocker le sucre, et puis vous aurez une hypoglycémie au moment du départ de la course, à peu près 1 heure après l'ingestion. Et si vous attaquez là votre course, forcément c'est la contre-performance assurée. Donc pas de sucre comme ça en shoot 1 heure avant de prendre le départ. Alors dans ce laps de temps, justement, 1 heure avant le départ, entre votre dernière collation, là, terminée 2 heures avant l'effort, et puis votre entraînement, il y a ce qu'on appelle la ration d'attente. Dans cette ration d'attente, il faut avoir un petit peu d'apport énergétique, et ça va compenser déjà la dépense énergétique due au stress, parce que vous allez être stressé un petit peu, faire la compétition. Et le stress consomme déjà du glycogène, mort déjà sur vos réserves. Donc vous ne serez pas au top au niveau de la performance. Alors la meilleure ration d'attente et la plus simple, c'est finalement de faire ce qu'on appelle une boisson d'attente. Alors ça se fait tout simplement dans un bidon, style bidon de vélo d'un demi-litre. Vous mettez 1 à 2 cuillères à soupe de miel. Alors que du miel liquide, vous prenez n'importe quoi, mais il faut que ce soit du miel liquide, impérativement, pas du miel solide. Donc 1 à 2 cuillères à soupe de miel, et puis vous remplissez d'eau, et ça vous fait une bonne boisson d'attente, à boire comme ça par petites gorgées régulièrement, dans l'heure qui précède votre échauffement. Et ça vous permet de maintenir le sucre du sang, donc la glycémie, stable pendant toute l'heure qui précède votre effort. Et donc vous allez après être sur la ligne de départ en ayant une bonne disponibilité en énergie, en ayant toute l'énergie disponible pour faire votre effort. Donc ça, c'est une bonne recette, entre guillemets, pour ceux qui préparent des courses, notamment même en sport santé, des courses des 10 km, des 20 km ou voire des marathons. Autre ration d'attente, si on n'aime pas trop, parce qu'il y en a qui aiment bien manger, c'est d'avoir recours à ce qu'on appelle les gâteaux pour le sport. Alors, les gâteaux pour le sport, il y en a qui sont commercialisés par des marques, alors qu'on peut très bien les faire soi-même. Donc il y a de nombreuses recettes qui traînent sur des différents sites. Sur les AVMS, vous avez également des recettes comme ça. Alors c'est toujours sous forme de cake, c'est pas des pâtisseries, parce qu'il faut que ce soit digeste, donc peu gras. Donc ça reste des cakes peu gras. Après c'est sympa à manger, sous forme de cake, ça fait plaisir. C'est pas forcément sucré au goût. Il y en a même qui sont carrément salés, mais voilà, c'est pas très sucré, parce que sinon si c'est trop sucré, on va se retrouver dans la problématique de digestibilité par rapport à l'effort. Ça vient en collation, ce sont des collations saines, équilibrées, qui vont vous permettre d'avoir une bonne disponibilité en énergie tout en étant très digeste. Il y a de nombreux sportifs dans les sports à catégorie de poids, alors, notamment par exemple dans la discipline que j'affectionne, qui est l'aviron, où on a un sport à catégorie de poids, où les rameurs se pèsent 2 heures avant la course, donc 1 heure et demie avant l'échauffement. Ça peut être une très bonne ration pour se recharger en énergie 1 heure avant la course. C'est très digeste, ça passe très bien, et puis ça rebooste l'énergie en fait. Donc ça peut être une solution en complément forcément à une bonne hydratation pour que ce soit digeste.
Alors, il y a plein de recettes, hein. Je vous passe on ne va pas rentrer dans les détails, mais quel que soit l'aliment de saison, vous avez toujours des recettes qui sont adaptées. Il y a toujours de quoi trouver sur Internet des recettes de gâteaux sport adaptés à vos goûts, aux aliments que vous souhaitez. On en vient pendant l'effort, alors ce qu'on appelle des boissons d'effort. Les seuls impératifs en nutrition du sport, quel que soit l'effort, quel que soit le type d'effort, à l'effort, il faut apporter de l'eau, des sels minéraux, et le seul minéraux important, c'est le sodium, parce que c'est le sodium qui fait rentrer l'eau dans les cellules. Donc de l'eau, des sels minéraux et parfois du sucre. Vous faites du renforcement musculaire, en salle par exemple, des sports d'intensité, vous n'avez pas besoin de sucre. De l'eau, éventuellement du sodium, c'est-à-dire une pincée de sel dans votre gourde, si vous avez une transpiration profuse, si vous transpirez beaucoup. Forcément, si vous transpirez beaucoup, vous perdez beaucoup d'eau et aussi des sels minéraux. Donc dans ces cas-là, une pincée de sel, pas plus, dans votre bidon d'eau, normalement, ça ne doit pas avoir le goût salé. Si vous avez le goût salé, c'est que vous en avez mis trop. Mais un petit peu de sel dans votre gourde, si vous transpirez beaucoup, et ça suffit largement. Après, dans toutes les disciplines d'endurance, 1 heure, enfin maximum 1 heure d'endurance, quelle que soit votre discipline, le vélo, la course à pied, quoi que ce soit, la marche, on peut très bien faire 1 heure de course à pied, de vélo, sans apport énergétique. Donc là, encore une fois, de l'eau, éventuellement du sel, une pincée de sel s'il fait hyper chaud, ça suffit largement. Dans les sports d'endurance de longue durée, au-delà d'1 heure, 1 heure et demie, là, il faut impérativement avoir un petit apport sucré pour entretenir l'apport en énergie, et puis pour ne pas mettre l'organisme finalement en carence d'apport et donc en contre-performance ou alors en mauvaise tolérance de l'effort. Même si on ne recherche pas une performance, c'est quand même important de bien tolérer son effort, de ne pas finir courbaturé, de bien tolérer son effort, de faire son entraînement avec plaisir. Et donc là, c'est là où l'apport énergétique devient nécessaire. Alors, je n'ai pas dit qu'il fallait se ruer sur les boissons énergétiques vendues dans le commerce, hein. Il y a beaucoup de produits maison. Donc pour avoir une simple boisson un peu sucrée, c'est simplement de l'eau. Alors soit on met 3 sucres et un citron pressé ou un demi-citron pressé, ça vous fait une bonne boisson sucrée. Soit un quart de jus de raisin et puis 3 quarts d'eau, ça vous fait également une bonne boisson sucrée, une bonne boisson énergétique pour l'effort. Si vous utilisez un jus de fruits, il n'y a que le jus de raisin, aucun autre jus de fruits. Et puis, alors les alternatives, c'est effectivement tout ce qui est pâte de fruits, barres, les gâteaux ravito, les energy balls, enfin tout un apport sucré solide en complément avec une hydratation faite d'eau pure. Donc ça, vous apportez de l'eau, du sucre sous forme d'eau sucrée, soit vous gardez votre eau pure et vous apportez du sucre ponctuellement pendant votre sortie vélo, par exemple, si vous faites 3 heures de vélo avec les copains le dimanche, ben, je sais pas, moi, toutes les heures, manger des pâtes de fruits ou une barre céréalière ou ce genre de choses. Vous n'êtes pas obligé d'apporter votre sucre par la boisson. Donc soit vous apportez une boisson sucrée, soit de l'eau pure et des aliments sucrés à côté. Que penser des produits commercialisés ? Ils ne vont rien vous apporter de plus. Encore une fois, les seuls impératifs à l'effort, c'est de l'eau, du sodium et d'énergie sucrée. Donc ça sera votre petit cocktail maison à base de jus de raisin dilué, ça sera aussi efficace que les boissons commercialisées. Ça vous coûtera moins cher, mais ça sera tout au moins aussi efficace. Parfois, on a des petits problèmes. J'ai des régurgitations, des coliques, des brûlures gastriques, j'ai fait un entraînement ou la boisson maker. Alors, dans tous ces cadres-là, finalement, la principale raison, c'est généralement soit la boisson est trop chaude ou trop froide, il faut faire attention à la température, ou alors après, c'est la concentration du sucre. Soit vous avez mis trop, en général, soit on a mis trop de sucre par rapport à notre tolérance individuelle. Donc, c'est les 2 paramètres à revoir si vous avez l'un de ces symptômes. En récupération immédiate, donc juste après l'entraînement, les principes, c'est réhydrater l'eau perdue, reminéraliser les minéraux perdus dans la transpiration, resucrer pour déjà se sentir mieux et restructurer les réserves. Avoir des antioxydants, donc la vitamine C pour nettoyer un peu à un moment où on a le plus besoin, c'est-à-dire juste après l'effort. Un peu de protéines, on va le voir pourquoi, et puis alcaliniser si on a fait des efforts intenses. Effort de force, de puissance, bref, intense, c'est là où on va plutôt alcaliniser, donc apporter des eaux bicarbonatées comme la ceinture en récupération des efforts qui vont aller neutraliser les acidités produites. Après, il faut adapter au niveau de pratique, d'activité physique. Encore une fois, si vous allez marcher 1 heure, 1 heure, 1 heure et demie, si vous faites une course à pied d'1 heure, vous n'avez pas besoin d'une grosse ration de récupération et de satisfaire tout ça.
Vous avez simplement une eau minéralisée qui va vous apporter de l'eau, des minéraux et puis un fruit riche en vitamine C comme une orange, du clémentine en ce moment, des fruits de saison, un kiwi. Finalement, vous répondez déjà à réhydratation, reminéralisation, le sucre du fruit et puis les antioxydants. Oui, c'est pas compliqué, hein. De l'eau minérale et un fruit, on répond à 4 critères, les 4 essentiels. Si on fait un effort un peu plus important, les 3 heures de vélo entre copains, le dimanche, bon là on a dépensé quand même beaucoup d'énergie, on peut y associer un apport énergétique supplémentaire. Ce que vous voulez, hein, ça peut être un peu de pain d'épices, ça peut être une banane plutôt qu'une orange, ça peut, enfin voilà, un petit apport sucré supplémentaire, si toutefois on a faim. Si on n'a pas faim, on reste à notre orange et eau vitaminée. Donc voilà, il faut s'adapter par rapport au niveau de dépense qu'on a eu pendant l'entraînement et puis par rapport à sa sensation de faim que l'on perçoit après l'entraînement. Un peu de protéines, ça c'est vraiment dans les sports de très longue durée, ceux qui font des trails, etc. Où là, quand on fait des efforts de très longue durée, les triathlètes aussi, en récupération, on fait un petit peu de protéines. Donc ça peut être un ramequin de fromage blanc, par exemple, ou un petit pot de fromage blanc qui apporte 10 grammes de protéines pour restructurer un peu les muscles et déjà améliorer la bonne fonction musculaire en récupération immédiate. Donc finalement, c'est pas compliqué, vous voyez, de répondre aux impératifs de la nutrition en récupération. En général, de l'eau et un fruit, ça suffit à la majorité des activités physiques de moins d'1 heure. Même si on a fait 1 heure de course à pied et qu'on a très faim au retour de la course à pied, ben là, il faut rajouter un aliment énergétique, une banane, pourquoi pas, je sais pas moi, une compote, quelque chose qui soit sucré en fait. On peut avoir recours au pain d'épices, aux biscuits céréaliers. Enfin, je vous ai mis des exemples, vous avez eu le temps de le lire. Et puis, si on a besoin d'un apport protéiné parce qu'on a fait un effort de force intense ou d'endurance de très longue durée, on a recours aux produits laitiers, qui est quand même la protéine laitière de référence en récupération. Puis vient le repas de récupération. Là, on revient à notre assiette classique, en forçant un peu sur les féculents, les réserves énergétiques pour reconstituer ces réserves que l'on a épuisées à l'entraînement. Mais il faut toujours garder les légumes pour les vitamines, les minéraux, l'eau, etc. Donc ça reste une alimentation classique que je vous ai décrit en premier, en forçant un peu sur les féculents. Volet suivant, les modes alimentaires particuliers. Alors j'ai voulu vous en parler parce que ces modes alimentaires particuliers sont souvent évoqués, notamment dans les médias. On veut parfois vous convertir à certains modes alimentaires en vous donnant quelques allégations plus ou moins réelles, plus ou moins vérifiées, en général pas souvent vérifiées d'ailleurs. Alors je ne vous ai pas toutes passées en revue, j'en ai pris quelques-unes, les plus fréquentes, donc l'alimentation sans produits laitiers. Soi-disant que les produits laitiers, ça donne des maux de tête, ça donne des tendinites, ça donne des troubles digestifs, etc. Enfin, la liste est longue, hein. Alors, tous ces arguments-là ne sont pas vérifiés. Par contre, nous, on connaît déjà en nutrition du sport le côté délétère de supprimer les produits laitiers, puisque les produits laitiers restent le principal apport en calcium dans notre alimentation, aux côtés des eaux riches en calcium, style Courmayeur, Contrex, ce genre de choses. Mais vraiment, l'importance des produits laitiers, c'est pour nos besoins calciques et donc toute la solidité de notre squelette et notre bonne santé osseuse derrière. Et donc, ne fragilisons pas notre squelette en supprimant les produits laitiers. Alors, il y a beaucoup de personnes quand même qui viennent nous voir en disant « Oui, mais quand je bois du lait, j'ai mal au ventre, j'ai des coliques, ça ne va pas, etc. » Alors, ça, c'est très bien. De toute façon, plus on avance en âge, mais là, à partir de 20 ans, hein, et moins on va digérer le lait. Pourquoi ? Parce que l'être humain est fait pour que... Alors notre lactase, qui est une enzyme qui digère le lactose du lait, le sucre du lait, finalement, au bout d'un moment, on n'en fabrique plus de lactase. Donc forcément, on ne digère plus le lactose du lait, donc on a des ballonnements, des coliques, etc. On ne digère plus le lait. À ce moment-là, il faut passer aux produits laitiers fermentés, où là, globalement, il n'y a pas besoin de lactase. Donc plus on avance en âge, plus on délaisse le lait pur, et on passe aux produits laitiers fermentés, c'est-à-dire fromage blanc, yaourt, qui eux sont très digestes. Donc il vaut mieux parfois, plutôt que de supprimer tous les produits issus du lait sous prétexte qu'on a mal au ventre quand on boit un verre de lait, non, à ce moment-là, il faut essayer le yaourt, le fromage blanc, d'autres solutions. Et la fermentation de ces produits
améliore finalement la digestibilité. Donc il ne faut pas tout confondre, le lait d'un côté et les produits laitiers. En tout cas, il n'y a pas de bénéfice en termes de santé de supprimer les produits laitiers. Au contraire, il n'y a que finalement des effets négatifs en termes de métabolisme osseux. Le sang glucide, donc j'en ai parlé très brièvement tout à l'heure dans les repères alimentaires, les repères de l'équilibre alimentaire. C'est très fréquent dans certaines disciplines d'endurance, ou pour s'affûter un peu trop ou perdre du poids, forcément si on supprime toute l'alimentation énergétique, c'est-à-dire les féculents, on va perdre rapidement du poids. Et c'est ce que je vous disais tout à l'heure. À la clé, on a une fatigue, un risque de blessure accrue et surtout des frustrations alimentaires, des besoins non satisfaits et des répercussions psychologiques que l'on ne peut pas défendre. Et voilà, c'est pour ça qu'il ne faut surtout pas faire ce type de régime qui est prôné par certains de délaisser les féculents. Il faut peut-être les réduire, ceux qui en mangent trop, mais en tout cas toujours les laisser dans l'assiette. Les sans gluten, bon, c'est un effet mode. De toute façon, certaines marques l'ont bien compris. Quand on voit que du jambon est vendu sans gluten, alors que ça n'a rien à voir, ça montre bien qu'on est à l'affût de messages marketing et d'essayer de vous convertir à des modes alimentaires qui vont vous faire acheter certains produits. Avant tout, ce qui est certain, c'est que le mode sans gluten n'améliore pas les performances. Manger sans gluten n'améliore pas les performances, ça, c'est reconnu. Et le sans gluten, le mode l'alimentation sans gluten n'est destiné qu'aux vrais intolérants au gluten. Où là, effectivement, celui qui est intolérant au gluten ne peut pas faire autrement que de manger sans gluten. Sinon, il a mal au ventre, des troubles de transit, etc. Et là, c'est la même chose. Certaines personnes nous disent aussi, oui, mais depuis le temps que on m'a dit qu'il fallait manger sans gluten, donc depuis le temps que je mange sans gluten, je me sens mieux, je suis moins ballonné, je digère mieux. Alors forcément, si vous en supprimez tout ce qui fermente dans l'alimentation, vous allez être moins ballonné, vous allez vous sentir mieux. Sauf que ça n'apporte rien en termes de santé. La réponse à ce genre de discours, les gens qui passent au sans gluten et qui se sentent mieux, en général, c'est qu'avant, ils avaient une monotonie justement dans l'alimentation, notamment l'alimentation énergétique, donc les glucides. Celui qui mange que des pâtes, que des produits de blé, enfin pâtes, globalement que des produits de blé. Alors le matin, c'est du pain, c'est produit de blé. Le midi, c'est des pâtes, c'est produit de blé. Le soir, ça va être encore un produit de blé, issu du blé. Enfin, celui qui mange que des produits issus du blé, forcément, il a toutes les raisons de se sensibiliser aux produits du blé. Enfin, la solution, c'est pas de passer au sans gluten. La solution, c'est de diversifier son alimentation, diversifier ses pains le matin, un coup du pain au maïs, un coup du pain au blé. Enfin voilà, diversifier ses féculents, c'est ce quoi j'insistais tout à l'heure. Pas toujours que des pâtes, mais du riz complet, du quinoa. Enfin voilà, diversifier ses apports énergétiques. Et plus vous allez diversifier et lutter contre cette monotonie des produits de blé, issus du blé, et mieux vous allez vous sentir en termes de digestibilité. Donc voilà, ça c'est vraiment l'alternative au pseudo-régime sans gluten qui, soi-disant, améliore la digestion chez le non intolérant. Ensuite, il y a végétarien et végétalien, donc ce qu'on appelle le vegan, c'est le végétalien, donc vous connaissez la différence. Végétarien mange quand même des produits issus des animaux, donc les produits laitiers, les œufs, etc. Alors que le végétalien, le vegan, ne mange strictement rien issu des animaux. Alors, il y a quand même des atouts de ces modes alimentaires, c'est que vu la consommation de légumes, forcément vous augmentez la teneur vitaminique et minérale de votre alimentation, vous augmentez aussi la valeur en fibres, forcément. En général, il y a une très bonne hydratation et puis ça diversifie les sources énergétiques. Par contre, vu qu'il n'y a pas de protéines animales, il y a un risque de déséquilibre des acides aminés, des apports protéinés, qui peut avoir des répercussions. Un risque fréquent de carence en vitamine B. Pourquoi ? Parce que la vitamine B est associée aux apports protéinés. Donc si vos apports protéinés sont déficitaires ou désorganisés, forcément la vitamine B l'est aussi. Le fer qui est apporté quand même essentiellement avec les viandes rouges, les viandes, les œufs, etc. Celui qui n'en mange pas, c'est un peu compliqué de satisfaire ses besoins en fer, même s'il y en a dans les lentilles, même s'il y en a dans les végétaux, mais ce n'est pas le même type de fer. L'assimilation est différente, moins bonne. Le calcium, c'est pareil. Compenser le calcium sans produits laitiers avec le calcium des légumineuses, c'est un petit peu compliqué. Et puis avoir trop recours à ce qu'on appelle le phytoestrogène, aux produits de soja, finalement ça se sensibilise aux produits de soja, donc il y a un petit message d'alerte lancé par l'AFSA à l'époque, donc c'est pas mieux non plus. Donc finalement, il ne faut pas croire que l'alimentation
végétalienne, c'est mieux qu'une autre. Alors on le fait par conviction peut-être, et ça je respecte. Mais par contre, il n'y a pas d'intérêt à passer au mode végétalien si on veut être plus performant ou si on veut mieux tolérer son effort. Il n'y a aucun intérêt. Même si vous voyez des sportifs de haut niveau parfois qui sont médaillés internationales, qui prônent le mode végétalien ou vegan, le problème c'est qu'à côté ils ont inévitablement des carences compensées par des compléments alimentaires. Et c'est là où moi je mets un peu un signal d'alerte, c'est qu'on ne peut considérer une alimentation équilibrée à son mode de vie qu'en absence de compléments alimentaires. Si vous prenez des compléments alimentaires, c'est bien la preuve qu'il y a un risque de carence ou des carences avérées, et donc c'est bien la preuve que votre alimentation n'est pas adaptée à votre mode de vie actif. Alors après, on peut très bien faire de l'activité physique dans un but de loisir et être végétarien, végétalien. Quand on passe à un échelon supérieur, préparer un marathon, a fortiori le sport de haut niveau, là ça devient vraiment très compliqué, voire impossible, d'être vegan sans complément alimentaire et être performant et ne pas être fatigué. Par contre, végétarien, à partir du moment où vous avez quand même des protéines animales, des œufs, du fromage, des protéines laitières, etc., il n'y a aucun problème, quel que soit votre niveau d'activité physique et de sport. Vous pouvez très bien être sportif de haut niveau, végétarien, rechercher une prise de masse musculaire et être végétarien, ça ne pose aucun problème. Après, c'est respect des convictions de chacun, donc pourquoi pas. Mais en tout cas, il ne faut pas marteler sur Internet que c'est un mode alimentaire meilleur qu'un autre, ou en tout cas meilleur que le mode flexitarien. Et je pense peut-être que c'est peut-être la solution, le flexitarisme, c'est-à-dire diminuer sa consommation de viande, diversifier ses protéines, comme je viens de le dire pour les féculents. Et bien les protéines, c'est pareil. Il faut diversifier ses sources de protéines, un peu de protéines végétales, des protéines animales. Je crois qu'il faut mélanger ces sources de protéines pour finalement en tirer le meilleur profit. Volet suivant, nutrition et vulnérabilité de santé. Alors, on a tous, enfin pas tous, il y a quand même beaucoup de personnes qui ont des vulnérabilités de santé. Alors, je ne vous ai pas fait un catalogue, hein, j'en ai évoqué que 4 et je vais être très rapide. Le diabète, parce qu'il est très fréquent. Alors, le diabète, alors on voit très mal sur la diapo, juste pour vous dire que finalement, le fait de faire de l'activité physique, marcher tous les jours, par exemple, aller promener son chien, ça fait partie du traitement du diabète, quel que soit le diabète, hein, type 1 ou type 2. Pourquoi ? Parce que ça va consommer du sucre, consommer de l'énergie. Et donc, ça fait partie de la régulation de la glycémie, le fait de faire de l'activité physique quand on est diabétique. Alors, quand on en fait de l'activité physique, il faut toujours quand même avoir du sucre sur soi pour pallier une hypoglycémie éventuelle. Il faut aussi que le diabète soit équilibré. Et puis, il faut prévenir son entourage. Si on s'en va courir, faire un footing d'une heure, qu'on est diabétique, essayez de ne pas le faire tout seul, à travers champ ou en cas de malaise, on est tout seul. Non, voilà, faut toujours essayer d'être accompagné et toujours envisager une solution de secours. Donc il y a des petites précautions quand même à envisager, mais sinon après au niveau nutritionnel, bon, bah, finalement les aliments privilégiés, c'est les féculents, c'est les vraies sources d'énergie. On peut manger finalement toutes les protéines, il n'y a aucun problème. Et puis les fruits, plutôt les manger crus. Éviter finalement dans les aliments à éviter, les jus de fruits, éviter les compotes, éviter tous les produits hyper sucrés, le sucre caché dans certains plats préparés, par exemple. Voilà. Donc éviter les produits gras aussi, tout ce qui est friture, panure, etc. Ça sera les aliments à éviter quand on est diabétique et actif. C'est un peu la même chose quand on fait du cholestérol, ce qu'on appelle les dyslipidémies. On va s'attacher surtout... alors j'ai mis à éviter, hein, donc j'aime pas supprimer moi dans l'alimentation. Plutôt éviter donc les boissons sucrées, éviter les pâtisseries, les confiseries, les viennoiseries, l'alcool, la vin, la bière, les charcuteries, ce qu'on appelle les mauvaises graisses, le beurre, les charcuteries. Ça ne vous empêche pas de manger de la viande, sauf que de la viande, on ne va pas en manger tous les jours, ça sera de temps en temps. Pour ça, c'est éviter, sans supprimer, ce type d'aliments, et puis éviter forcément tout ce qui est plats fromagés, beignets, panures, fritures, mayonnaise, les sauces, les plats en sauce, etc. quand on fait du cholestérol ou de la dyslipidémie. Après, vous pouvez manger même des œufs, il n'y a aucun problème. Alors le fromage, c'est toujours un débat. Il y en a qui font du cholestérol et qui mangent du fromage, ça pose aucun problème. Ils arrivent quand même à stabiliser leur cholestérol. Le fromage, ça fait partie quand même avec le beurre des aliments qu'il faut modérer de façon importante quand on fait du cholestérol, si on veut le stabiliser sans devoir prendre un traitement. Mais en pratique quotidienne,
faut vraiment pas négliger l'impact de l'activité physique. On peut réellement, quand on a une dyslipidémie légère, quand on fait un peu de cholestérol, on peut réellement stabiliser et réduire son cholestérol avec quelques adaptations nutritionnelles et en étant actif. Être actif, c'est pas faire un marathon une fois par mois, c'est la marche au quotidien, c'est aller promener son chien, faire du vélo, enfin voilà, c'est vraiment être actif au quotidien. Et ça a un réel impact sur le diabète, sur le cholestérol, sur l'hypertension aussi. Enfin voilà, ça fait partie du traitement du cholestérol, c'est de bouger. L'hypertension, justement, alors très rapidement, importance des acides gras essentiels, donc ce que je vous disais tout à l'heure, les poissons gras, les fruits oléagineux, les huiles d'assaisonnement, parce que ça conditionne le bon fonctionnement des vaisseaux. Il y a un ennemi de l'appareil vasculaire, c'est le sel. Hein. Donc essayer de modérer, modérer fortement la consommation de sel. Et puis un peu l'antidote, enfin les amis du cœur, c'est calcium, magnésium, potassium. Finalement, c'est les légumes, les légumineuses, même les produits laitiers. Hein. Donc, vous voyez, c'est ces produits-là qui vont finalement avoir tendance à améliorer votre santé cardiovasculaire. Alors, diminuer le sodium pour diminuer le sel, là, je vous renvoie à une petite fenêtre, hein, c'est pareil du livre, c'est les eaux les moins riches en sodium, Salvetat, Antonin, Courmayeur, Evian, Épar, et puis les eaux de source. Donc voilà, peut-être modifier votre consommation hydrique pour ne pas vous limiter votre hydratation, tout en vous permettant de satisfaire la limitation du sel dans votre alimentation. Et puis le dernier, c'est l'ostéoporose. Donc là, il faut renforcer les os, d'où la consommation de calcium, donc de produits laitiers. Il ne faut pas oublier que le calcium des produits laitiers est fixé aussi, l'importance de la vitamine D dans le métabolisme du calcium. Donc la vitamine D, ça va vous être apportée quand vous allez marcher 1 heure. Alors en ce moment, c'est pas un mauvais exemple, mais en bénéficiant de l'exposition du soleil pour que votre peau fabrique votre vitamine D pendant votre activité physique. Donc le fait de faire de l'activité physique, ça renforce vos os, ça vous donne de la vitamine D qui améliore votre métabolisme phosphocalcique. Donc être actif fait partie de la prévention de l'ostéoporose. On augmentera donc également les eaux minérales et puis les fruits et légumes parce que ça apporte aussi ce qu'on appelle les polyphénols, les antioxydants qui participent également à la bonne santé de votre squelette. Dernier chapitre, donc les places des compléments alimentaires ou le bon usage des compléments alimentaires, parce qu'on est tous tentés d'en consommer. Alors là, c'est pareil, il y a un matraquage marketing, que ce soit dans les médias ou même quand vous allez chez le pharmacien. Hein, les gondoles sont pleines de compléments alimentaires, on ne sait pas quoi choisir et on ne sait pas si on en a besoin. Alors, il faut se méfier quand même parce que ça peut vite impacter votre comportement par rapport à ces compléments alimentaires et de croire qu'ils sont indispensables ou en tout cas nécessaires à votre santé. Alors, Weight Gainer, c'est un cas particulier pour celui qui recherche de la masse musculaire ou celui qui est pratiquant de renforcement musculaire, donc on va passer. Je renvoie sur le site IRBMS, celui que ça intéresse, pour choisir le bon usage, choisir déjà le bon gainer et la bonne whey et avoir une bonne consommation adaptée. La créatine, on en dit beaucoup. Alors, il faut savoir que vous mangez tous de la créatine. À partir du moment où vous mangez de la viande, des œufs, des produits laitiers, vous mangez de la créatine. La créatine, c'est même si vous n'en mangez pas, votre organisme va fabriquer la créatine à partir d'autres acides aminés. Conclusion, la carence en créatine n'existe pas. Donc même le végétalien qui ne mange jamais de viande, etc., ne mange pas de créatine alimentaire, mais c'est son organisme qui va fabriquer sa créatine. C'est ce qu'on appelle un acide aminé, une protéine qui n'est pas indispensable dans l'alimentation, parce que si vous n'en mangez pas, c'est votre organisme qui la fabrique. Donc première notion, une carence en créatine n'existe pas. Ne peut pas exister. Vous mangez tous de la créatine. Alors, même si on a recours à la créatine, c'est quand même destiné soit au coureur à pied qui fait beaucoup de fractionnés éventuellement, qui a des techniques d'entraînement particulières, soit au renforcement musculaire. Mais mis à part ces deux notions-là, on peut éventuellement utiliser la créatine avec des allégations d'amélioration de récupération, diminution des courbatures, etc. Ça reste à voir. Hein. Il y a une grande variabilité d'un individu à l'autre au niveau de ses effets. Pourquoi pas la tester? Après, à quel dosage? Là, c'est clairement démontré. C'est 3 ou 5 grammes par jour, pas plus. Hein, et puis la toxicité, en dehors de ceux qui ont des problèmes rénaux, où il peut y avoir des répercussions rénales, il n'y a pas de toxicité réelle. Si on la consomme à des doses modérées, pas plus de 5 grammes par jour.
En tout cas, quel est l'intérêt de prendre de la créatine? À partir du moment où il n'y a pas de carence, il ne peut pas y avoir de carence. Quel est l'intérêt de prendre de la créatine? En tout cas, dans toutes les disciplines d'endurance, il n'y a pas lieu d'avoir une supplémentation en créatine pour améliorer sa récup ou ses performances. Enfin, ça ne repose sur aucune justification. Les BCA, les BCA sont très utiles. Les BCA, c'est des acides aminés particuliers qui permettent de restructurer les muscles, les fibres musculaires. Donc en prévention de la récupération, en prévention des blessures, etc., ils sont très intéressants. Ah, ça, c'est vrai. C'est écrit sur toutes les boîtes de compléments alimentaires de BCA. Ce qu'on ne vous dit pas, c'est qu'il y a des aliments qui sont hyper riches en BCA, mais qui sont bourrés de BCA. C'est votre fameux fromage blanc que vous allez manger en récupération après une séance de muscu ou de renfort musculaire. Ce sont tous les aliments protéinés que vous allez manger midi et soir, ou matin, midi et soir pour certains. Donc finalement, votre risque d'être carencé en BCA, il est quasi nul. Donc même si les BCA sont hyper intéressants quand on fait du sport, quand on est actif, si vous respectez ce socle d'alimentation équilibrée, finalement, vous couvrez vos besoins en BCA. Donc aucun intérêt d'avoir recours aux complémentations de BCA. Et puis j'ai terminé par le pire, c'est la spiruline. Donc il y a beaucoup d'allégations, améliorer la récupération, potentiel antioxydant, éviter les carences. Voilà. Alors c'est quand même un peu bizarre quand on fait de la bibliographie, c'est que les doses recommandées selon les auteurs, ça varie de 1 à 6 grammes, de 1 à 6 fois la dose de certains auteurs. Donc déjà là, on se dit qu'il y a un petit problème. Il n'y a pas de consensus sur la dose recommandée. Alors on va passer sur la composition de la spiruline, mais ce qui est certain, c'est ces deux notions-là ne contient aucun nutriment qui ne soit pas présent dans l'alimentation, donc aucun bénéfice supplémentaire à attendre de la spiruline, et il n'y a aucun effet démontré sur la santé et la performance. Donc prendre de la spiruline pour améliorer son potentiel immunitaire, je ne sais pas où ils ont été trouver ça, je ne sais pas. Donc il n'y a actuellement aucun effet démontré chez l'homme en termes d'amélioration de santé et de performance chez le sportif. Alors on s'est intéressé au niveau de l'IRBMS à la composition de la spiruline, parce que la bibliographie est tellement disparate qu'on ne sait pas quoi penser de la spiruline. Et on évoque souvent, pour éviter d'être carencé en fer, la spiruline vous aide à ne pas être carencé en fer, la spiruline vous aide à augmenter votre potentiel antioxydant, etc. Bon, on a fait un calcul. Il faut 20 à 25 comprimés de spiruline pour apporter autant de fer qu'un sac de viande rouge. Alors, soit vous mangez votre steak, soit vous mangez votre pilulier, mais à vous de choisir. Et autant, alors 20 à 25 comprimés de spiruline ici pour autant de vitamine C qu'un kiwi. Vous choisissez également. Et le pire, c'est le bêta-carotène, donc c'est le précurseur de la vitamine A. Là, il faut l'équivalent d'un abricot sec. Bon, alors c'est vrai que l'abricot sec est bourré de vitamine A et bourré de bêta-carotène. Mais pour l'équivalent dans un abricot sec, vous l'avez dans 130 comprimés de spiruline. Donc là, vous dévalisez la pharmacie. Donc pour vous montrer qu'il faut tout relativiser, même si la spiruline contient effectivement du fer, etc., rien ne remplace l'alimentation. Quels outils pour vous aider à aller plus loin par rapport au questionnement que j'espère vous avoir suscité ce soir? Je vous renvoie sur le site IRBMS. Encore une fois, c'est un institut de recherche bien-être et médecine de sport santé des Hauts-de-France qui dépend de la région des Hauts-de-France. Donc on est un site institutionnel, c'est pas du tout un site commercial. C'est un ensemble de médecins du sport, kinés du sport, diététiciens du sport, podologues du sport qui regroupent leurs compétences pour aider justement des publics comme vous qui êtes actifs ou sportifs à puiser des renseignements. Donc vous avez plein d'articles qui sont en accès libre, cholestérol et alimentation. Voilà, j'ai fait une recherche sur le cholestérol. Enfin voilà, après vous mettez tendinite d'Achille et vous avez toutes les recommandations sur la tendinite d'Achille, que ce soit en traitement, en prévention, etc. Voilà, n'hésitez pas à aller sur ce site, tout est gratuit. Et puis sur ce site, vous trouverez également le Numérieval. C'est un petit test que vous pouvez faire. Encore une fois, c'est complètement gratuit. Ça va vous déterminer par rapport à votre mode de vie, votre hygiène de vie, quelques facteurs de santé, quelques facteurs de risque ou quelques éléments à améliorer. Comment améliorer votre pratique d'activité physique par rapport à votre état de santé. Donc voilà un peu ce que je voulais vous dire. Et puis bon, sur le site, vous trouverez le livre également, mais ça c'est pour les plus férus d'entre vous qui veulent aller vraiment plus loin. Donc je vous rappelle l'adresse, donc irbms.com, encore une fois, site complètement gratuit, où vous pouvez avoir des informations qui sont issues de médecins, diététiciens, etc. Donc non parasités par des messages commerciaux. S'il y a de la publicité sur le site, c'est Google qui nous les met, mais en tout cas, c'est pas nous. Voilà, je vous remercie de votre attention et je suis à votre écoute pour quelques questions si vous en avez.
Merci docteur. Est-ce qu'il y a des questions? On va se déplacer dans la salle avec les micros. Hop, je suis derrière. Jean-Philippe, bonsoir. Du coup, la consommation de sodium sur un ultra-trail n'est pas nécessaire? Alors, l'ultra-trail, c'est une épreuve de longue durée. Donc, toutes les épreuves de longue durée, on est obligé quand même d'avoir une complémentation en sel. Donc, on en revient à notre pincée de sel dans notre gourde d'eau. Alors, on conseille toujours, parce qu'il ne faut pas dépasser 1 gramme de sel par litre, parce que là, on en met trop. Et donc, comme on est incapable de doser 1 gramme de sel, ce n'est pas possible, il faut se baser sur l'appétence au goût salé. Donc, ce qu'il faut faire, c'est faire l'expérience de prendre sa gourde d'eau, mettre une pincée de sel, la goûter. Si ça n'a pas le goût salé, c'est que vous avez mis la dose suffisante de sel. Dès que ça a le goût salé, c'est que vous en avez mis trop. Donc, comme ça vous cible un peu la quantité de sel qu'il faut mettre. Mais le sel, c'est impératif à ajouter dans des boissons d'effort, dans toutes les épreuves de très longue durée, donc Ironman, triathlon, trail, etc. Et même dans des épreuves de courte durée, quand il y a une transpiration profuse. Donc l'été, en pleine canicule, même si vous allez courir 1 heure, il faut mettre un peu de sel, par exemple. Voilà. Autre chose, qu'en est-il du complément du pas de pâte, justement encore sur les ultra-trails, où on nous sert des pâtes, autre chose en ravitaillement, sachant que l'épreuve continue sur des centaines de kilomètres, quoi. Alors, effectivement, les pâtes que vous allez manger sur un ravito, en termes de disponibilité énergétique, ça ne va pas servir à grand-chose. Il vaut mieux manger, alors si elles sont hyper cuites, ça sera plus facilement digéré, mais bon, si vous faites un ultra-trail, ça sera pas optimal en termes d'apport énergétique. Il vaut mieux prendre, alors déjà, au bout d'un moment, vu que c'est des très longues durées, le ravito doit aussi avoir un apport protéiné pour protéger la masse musculaire. Donc finalement, des petits pains au lait, les diététiciens diront que c'est bourré de sucre, mais ça tombe bien, on est en pleine course, donc c'est ce qu'il faut. Les petits pains au lait avec de la viande des grisons ou du jambon, qui va apporter un peu de protéines, ça peut être une solution. Donc il faut d'autres produits qui apportent du sucre de façon directe. Le problème, c'est que dans ces épreuves de très longue durée, on est un peu écœuré du goût sucré et que manger des aliments qui ont le goût sucré, c'est pas très appétant quand on est en ravito, d'où certaines habitudes de proposer des pâtes ou des féculents au ravito. Après, d'un point de vue énergétique, je suis d'accord, ça ne sert pas à grand-chose. Donc il y a d'autres solutions d'apport énergétique. Il y a aussi d'autres produits là dans le commerce qui sont vendus qui n'ont pas le goût sucré et qui apportent de l'énergie. Parfois, on est un peu obligé d'avoir recours à ces produits commercialisés qui servent justement à des cas particuliers. Je pense que des produits commercialisés peuvent être intéressants, comme ça, dans des cas particuliers, le sportif qui n'aime pas manger au goût sucré sur des preuves de 6-8 heures, mais ne doivent pas servir à celui qui fait 2 heures de footing ou 3 heures de vélo le week-end, où là, il y a toujours une alternative alimentaire qui sera en plus gustativement bien meilleure. Donc voilà un peu mon point de vue par rapport à ça. Une petite question par rapport aux plus jeunes. Nous, on a un fils de 16 ans, qui fait du VTT cross-country et avec des grosses dépenses. Donc tout ce qui est valable là pour l'adulte est valable aussi pour un ado qui n'a pas forcément fini sa croissance et son développement. Oui, a fortiori, parce que s'il n'a pas fini sa croissance, il faut surtout éviter la carence énergétique, notamment pendant l'exercice, puisque s'il n'a pas une bonne disponibilité en énergie pendant l'exercice, parce qu'il ne mange pas assez de féculents, pas assez d'énergie, alors déjà son entraînement, il va mal le tolérer, donc mal récupérer. Et puis, il ne faut pas oublier qu'il est encore en croissance, donc il ne faut pas non plus nuire à la croissance, il faut qu'il s'épanouisse complètement. Donc là, il faut vraiment corriger ses apports énergétiques, oui. Il faut vraiment être vigilant là-dessus. Oui, bonsoir. Est-ce qu'il y a des aliments qui facilitent le métabolisme ? Quel métabolisme ? Global, c'est-à-dire pour rechercher, je dirais, un maintien du métabolisme. Quand on prend un peu d'âge, on a un métabolisme qui a tendance un peu à changer. Est-ce qu'il y a des aliments à éviter, des aliments qu'il faut associer ? Là, j'en reviens vraiment à ce socle fondamental d'alimentation équilibrée que je vous ai décrit en premier, qui pour moi est vraiment un facteur de santé, a fortiori quand on avance en âge. Et alors, j'en ai déjà parlé, mais j'insiste vraiment sur l'hydratation. Je pense que vraiment l'hydratation, c'est vraiment un facteur de bien-être et de santé. L'hydratation, c'est ce qui permet à l'organisme de fonctionner, en fait,
d'avoir un bon métabolisme, c'est vraiment l'hydratation qui le permet. Après, les aliments à éviter, alors bien sûr, tout ce qui est toxique, hein, comme l'alcool par exemple, l'alimentation qui est trop riche en graisses saturées, donc les graisses animales. Alors, je n'ai pas dit qu'il ne fallait pas en manger. Hein. Le jour où vous mangez du fromage, etc., il n'y a aucun problème. Mais il faut modérer son alimentation en graisses saturées, limiter le sel au bout d'un moment par rapport aux vulnérabilités de santé. Et finalement, c'est garder quand même ce socle d'alimentation équilibré avec ces assiettes à 3 couleurs en modérant son apport énergétique en fonction de son niveau de dépense. Mais je pense que là, normalement, vous devriez être dans le vrai, en fait. Bonsoir. Puisqu'on parle de nutrition, quel est votre point de vue sur l'entraînement et la performance lorsqu'on s'entraîne à jeun ? Alors, s'entraîner à jeun, alors dans le haut niveau, ça ne se fait plus beaucoup. Hein. Ça n'est plus trop la mode. Et c'est vrai que ça n'a pas de... Si vous voulez, le fait de s'entraîner à jeun ne va pas vous apporter un bienfait en termes de performance ou de santé. Les sportifs qui le font, c'est peut-être parce que, alors on en connaît, hein, ils le font parce qu'ils préfèrent cette sensation d'être à jeun quand ils courent le matin, ça leur donne un bien-être, etc. Enfin, pourquoi pas. Il ne faut pas en attendre une amélioration de performance. En tout cas, le fait de courir à jeun n'améliore pas les performances. Pourquoi ? Parce que vous courez, en général c'est la course à pied, hein, pourquoi ? Parce que vous courez dans une mauvaise disponibilité en énergie. Alors vous tapez dans vos réserves, de sucre notamment, de glycogène. Alors il n'y a pas d'impact en termes de régulation de poids, hein, ça c'est clair. Mais le fait de courir dans une mauvaise disponibilité énergétique, finalement ça ne rend pas l'entraînement très performant. Donc l'entraînement, on peut toujours courir à jeun, mais finalement la qualité de l'entraînement s'en ressent. Donc c'est là où il faut mettre le curseur au bon niveau, même si on aime bien courir, enfin certaines personnes aiment bien courir à jeun parce qu'ils aiment bien la sensation que ça procure. Il faut voir aussi s'ils n'altèrent pas la qualité de leur entraînement. Alors bien sûr, ils vont tous vous dire que non, mais après il faut essayer d'éviter d'être à jeun pendant l'entraînement, et puis là voir si l'entraînement n'est pas de meilleure qualité. En général, il est de meilleure qualité parce que la disponibilité en énergie est meilleure, le muscle a plus d'énergie disponible. Donc forcément, il se comporte mieux, il est plus performant. C'est là où je mettrais un bémol. En tout cas, il ne faut pas en attendre une amélioration de performance. Le fait de courir à jeun, si on le fait, c'est par goût, parce qu'on aime bien la sensation, pourquoi pas, je respecte. En termes d'amélioration de performance, il ne faut pas trop y compter. Il vaut mieux avoir un petit apport énergétique. Pour les randos à jeun ? Les randos, après ça dépend quelle durée de rando que vous faites, mais effectivement il n'y a pas d'intérêt de faire une randonnée à jeun, sauf si on aime bien par rapport à la sensation que ça procure. Après faire 2 heures ou 2 heures de rando par exemple à jeun le matin, je conseillerais quand même de prendre de quoi se resucrer, un fruit, une pâte de fruits ou ce genre de choses, ou un biscuit, ou au cas où, pour pallier une fringale. En tout cas, s'il y a une sensation de faim qui apparaît pendant la rando, là, il faut se réalimenter. Ça ne sert à rien de faire une rando avec une sensation de faim, parce que là, ça montre bien qu'on n'est pas en équilibre énergétique. Oui, vous parliez de l'hydratation, comme quoi elle était importante. Est-ce que toutes les boissons se valent, enfin à part les boissons sucrées, mais est-ce que des tisanes, du thé, des boissons chaudes valent de l'eau ? Alors toutes les boissons ne se valent pas, non. Je dis toujours qu'il vaut mieux, quelle que soit l'eau, toutes les eaux sont bonnes à boire. Après, quand on passe aux tisanes, à fortiori au thé, il faut se méfier parce que certaines tisanes, et à fortiori le thé, ça a toujours un petit côté diurétique. Donc ça n'hydrate pas forcément bien parce que l'eau que vous buvez a tendance finalement à passer dans les urines. C'est ce danger-là qu'il faut se méfier. Après, il y a parfois des gros consommateurs de thé qui boivent finalement du thé à longueur de journée. Bon, ça arrive, hein. On en voit en consultation. Et le danger d'avoir un excès de consommation de thé, ça peut se répercuter sur le fer. Donc avoir éventuellement des carences en fer parce que la théine perturbe le métabolisme du fer. Donc voilà. Mais mis à part ces petits cas particuliers, oui, on peut. C'est toujours bien de diversifier son hydratation avec une tisane, un thé de temps en temps dans la journée. Encore une fois, il ne faut pas être exclusif, c'est tout. Il faut vraiment diversifier son hydratation et ça c'est un bon principe. Même si on boit une tisane diurétique dans la journée, c'est pas pour autant qu'on va se déshydrater.
parce qu'on a toute l'eau après que l'on va boire avant et après pour compenser. Après, vous avez aussi les eaux aromatisées, hein. Bon, maintenant, les eaux aromatisées avant, il y en avait beaucoup qui étaient sucrées, donc c'était un apport énergétique comme ça en continu sur la journée. Donc c'était un peu délétère. Bon, maintenant, il y a beaucoup d'eaux aromatisées qui ne sont plus sucrées. Évitez bien sûr les boissons énergétiques, hein, qui sont avant tout des boissons excitantes, hyper sucrées. Donc ça fait partie éventuellement des toxiques dont je parlais tout à l'heure. Oui, bonjour. Oui. Concernant les préventions des crampes, hormis l'hydratation, y a-t-il d'autres moyens, alimentaires par exemple, de prévenir la survenue de crampes pendant l'effort, ou même avant d'ailleurs? Alors c'est difficile de savoir l'origine des crampes d'un point de vue nutritionnel, parce qu'après il y a tout le côté sportif, hein, un défaut d'échauffement ou un effort trop intense, etc., un effort lactique, etc. Donc il y a tout le côté entraînement qui joue aussi. Après, d'un point de vue alimentaire, il y a deux causes que l'on peut évoquer, hein. C'est, à mon sens, avant tout un problème d'hydratation, insuffisance d'hydratation, et puis la deuxième cause, c'est éventuellement une cause minérale, un problème de potassium, magnésium. C'est parfois décrit. Personnellement, j'y mets un bémol. Donc après, pourquoi pas enrichir son alimentation avec une banane qui est hyper riche en potassium et magnésium en récupération. Enfin, voilà, il y a des solutions éventuellement à proposer. Mais je pense qu'il faut avant tout corriger son hydratation et revoir éventuellement les méthodes d'entraînement ou de préparation, style échauffement ou type d'effort. À propos des boissons, si je m'hydrate avec une boisson riche en magnésium par exemple, mais de manière excessive, si j'en bois trop dans la semaine, est-ce que ça peut avoir des conséquences? Non, il n'y a pas vraiment de conséquences parce qu'il y a une régulation de l'organisme. Vous allez stocker un peu mettre en réserve votre magnésium par exemple, si on prend l'exemple de celui-là. Donc il n'y a pas d'erreur, c'est pas une erreur si on aime bien une eau très minéralisée en magnésium, c'est pas une erreur non plus d'y avoir un peu trop recours. Non. Est-ce que vous avez des recommandations pour s'alimenter pendant l'effort sur différents sports comme le cyclisme ou la course à pied, sachant que des fois en cyclisme on peut avoir des coups de fringale au bout d'une heure alors qu'on ne l'a pas forcément en course à pied? Alors si on reste sur des choix alimentaires, oui, en cyclisme on utilise beaucoup les pâtes de fruits par exemple qui sont très énergétiques, hein. Après, vous avez tous les biscuits céréaliers énergétiques. On peut se faire des gâteaux, alors pour connaître très bien le milieu du cyclisme, hein, puisque vous avez vu que je suis dans une équipe cycliste professionnelle. Dans les sacs de ravito, on met également des petits gâteaux avec des gâteaux avec du riz, comme un peu du riz au lait, là, des gâteaux de riz aromatisés avec des raisins secs ou des abricots secs ou ce genre de choses. C'est du riz qui est hyper cuit, donc il est tellement cuit qu'il est aggloméré sous forme de boule en fait. Donc ça peut être une solution. Sur ce type de pratique comme le cyclisme. Après, vous avez tous les produits d'effort, hein, les gels énergétiques, maintenant les balles énergétiques, là, les balls. Enfin, il y a plein de produits qui sont diversifiés. Et puis c'est aussi avant tout une boisson énergétique. Donc même sur un vélo, on peut très bien concevoir deux bidons, un bidon de boisson énergétique et un bidon d'eau pure, parce qu'au bout d'un moment, on a un peu marre de boire sucré. Et déjà avec ça, plus des pâtes de fruits dans la sacoche et puis des petits gâteaux de riz, il y a quand même de quoi tenir un bon moment. Alors après, au fil des entraînements, il faut apprendre à se connaître. Classiquement, il faut un apport énergétique toutes les demi-heures, à peu près, hein. Alors soit en eau, soit en solide, style les pâtes de fruits ou ce genre de choses. Mais avec un apport énergétique comme ça régulièrement, toutes les demi-heures, normalement vous devriez éviter la fringale. Et même la première demi-heure, vous n'avez pas faim, il faut quand même manger, parce que ça va prévenir la fringale qui pourrait arriver dans l'heure qui suit. Donc ça c'est ce qu'on fait en pratique, toutes les demi-heures, un apport énergétique. C'est ce qu'on fait également chez les trailers, hein, ou ultra-trailers, ça peut être une solution. Oui, bonsoir. J'aurais voulu savoir comment réussir à savoir si on s'hydrate suffisamment. Sur des courses assez longues, en fait, j'essaie de me forcer à boire, par exemple, mais sur des courses de plus de 10 heures, je vais peut-être uriner une seule fois, et je sens que je bois pas assez. Je me force à boire 3 gorgées tous les kilomètres ou des choses comme ça, mais je pense que je suis bien en deçà de ce que je devrais boire. Alors c'est évident que vous êtes en deçà de vos besoins. Après, ça arrive dans beaucoup de disciplines où on ne peut pas boire.
Il y a une façon d'anticiper, c'est justement de cette semaine pré-compétitive. Alors nous en nutrition du sport, alors je ne peux pas rentrer dans les détails parce que j'avais pas assez de temps, mais on a des protocoles hydriques qui servent vraiment à booster nos réserves énergétiques, mais aussi nos réserves en eau pour arriver le jour de la course en ayant des réserves en eau au maximum dans l'organisme pour pouvoir avoir une tolérance au déficit hydrique pendant la course, si vous voulez. Donc on a des protocoles comme ça à mettre en place. Donc là, il faut vraiment revoir votre alimentation. Bon là, ça justifierait un avis nutritionnel. Et puis avoir également évalué votre dépense énergétique réelle sur une journée de course, par exemple. Après, nous, on a des calculs. Si on dépense, sans rentrer dans les détails, mais classiquement, c'est 1 millilitre par kilocalorie. Donc si vous dépensez 4000 kilocalories sur votre journée, avec la course, ça vous fait 4 litres d'eau. Après, interviennent des facteurs de corpulence, des facteurs de climat qui peuvent augmenter ou diminuer votre consommation d'eau. Mais nous, on a des repères par rapport à une alimentation, par rapport à ce que vous mangez sur une journée pour évaluer votre besoin théorique en eau. Donc voilà, ça sera intéressant de faire le calcul et puis de le confronter par rapport à vos habitudes. Ouais, disons, en pré-course, j'ai toujours les 3 jours de malto là, pour bien me saturer. Mais sur la course, oui, en fin de course, je sens de la fatigue. Alors, est-ce que c'est un déficit hydrique? Je ne sais pas, peut-être. Voilà, faut revoir toute votre alimentation au moins des 3 jours précédents, mais voir de la semaine qui précède. Ouais. Entendu, merci. Isabelle Rebaud, je suis diététicienne. J'ai beaucoup apprécié la notion de soif qui apparaît comme une alerte. Et l'histoire de la faim et de la fringale sur le vélo comme une alerte aussi illustre bien le problème. Et je rebondis sur la question du métabolisme, comment améliorer son métabolisme. Je pense que l'histoire de l'âge qu'on a et des jeunes ou du rythme des repas de chacun est à prendre en compte. Et selon l'âge des personnes, des fois on dit d'éviter un jeûne de plus de 12 heures, c'est-à-dire quand on a une bonne nuit de sommeil, finalement, peut-être qu'on peut apporter quelque chose au niveau énergétique. Donc c'était pour compléter un petit peu, oui, c'est vrai, le sujet. Des nuances. Ouais. Oui, non, mais le sujet est vaste et justement, on en discutait tout à l'heure. C'est aussi après, il y a l'âge. Plus on avance en âge, plus il faut préserver sa masse musculaire. Donc, faut aussi ça impacte aussi la consommation en protéines. Mais inversement, plus on avance en âge, et moins on a d'appétit, forcément. Et donc, on n'est pas sujet on n'a pas dans des bonnes dispositions pour répondre forcément à ses propres besoins, tant énergétiques que protéinés. Donc voilà, après, la solution, c'est peut-être d'être actif, parce que le fait de bouger, plus on avance en âge et plus quand on reste actif, ça stimule un peu l'appétit. Ça permet peut-être mieux de répondre à nos besoins, tant énergétiques que protéinés, pour préserver sa masse musculaire et préserver son autonomie. Enfin, après, c'est vraiment un enjeu, l'alimentation. Et quand je dis quand on avance en âge, je dirais à partir de 50 ans. Je pense qu'il faut commencer là, au moins à 50 ans, pour préparer ses vieux jours, entre guillemets. En tout cas, j'ai beaucoup apprécié la notion de plaisir, en tout cas dans la pratique sportive. Et je mets un parallèle sur trouver le plaisir alimentaire aussi. Tout à fait, ouais. Les deux, en tout cas, au niveau de santé, ça fonctionne. Tout à fait, oui. Merci. J'avais une question. Lors d'un départ en compétition, notamment tôt le matin, ou notamment chez les ados, où l'ado ne va pas forcément avoir envie de manger un plat de pâtes à 7 h du matin, et qui prend la route pour une compétition qui a lieu plutôt dans l'après-midi, est-ce que sa collation est plutôt à prévoir une salade de pâtes, ou est-ce qu'on reste justement sur cette collation de 2-3 heures avant, qui est un petit pain sportif léger ou une compote? Alors ça peut très bien être une collation finie 2 heures avant l'effort. Par rapport au timing de la compétition, ça peut être soit simplement une petite collation comme je l'ai décrit, un mini sandwich ou un truc. Ça peut être aussi, parce qu'à cet âge-là, on préfère peut-être un peu les choses qui sont sympas à manger. Ça peut être très bien les gâteaux pour le sport. Ça peut être très bien, et là il peut même commencer à manger même 3-4 heures avant l'effort, parce que ça ne perturbera pas sa glycémie. Ça peut être aussi style gâteau de riz, gâteau de semoule, mais fait maison, parce que sinon ils sont pleins de caramel, ceux qui sont vendus dans le commerce, et c'est pas bon en termes d'effort. Donc voilà, il y a plein de solutions en termes de conseils nutritionnels pour finalement concevoir une collation, que ce soit 2 heures avant et même très tôt le matin, où
où à cet âge-là, on est plus attiré vers le côté un peu sucré, gâteau de riz, gâteau de semoule, encore une fois, ou le bon petit cake avec à la châtaigne ou à la purée de marron, ce genre de choses, qui vont très bien stabiliser l'apport énergétique. Donc il sera dans de très bonnes dispositions énergétiques pour la course, tout en étant en conciliation avec le fait que ce soit très tôt le matin, qu'il soit jeune. Et donc il n'y a pas de problème. Il ne faut pas le forcer à manger son assiette de pâtes, loin de là. Non, il y a d'autres alternatives. Encore une fois, en diététique, on est là pour s'adapter à chacun, au goût de chacun, aux situations de chacun. Et après, vous avez des sportifs et ça ne leur fait rien de manger une assiette de pâtes à 6 heures. Chez des enfants, je préconiserais d'autres solutions. On va prendre une dernière question. Je ne sais pas s'il y en a une. Bonsoir. Moi, j'ai une petite question, c'est sur les compléments. On parle beaucoup du collagène. Qu'en est-il de l'apport du collagène dans les articulations, les tendons, où c'est souvent indiqué? J'aurais pu le mettre, puisque alors je suis également à la SFNES, Société Française de Nutrition du Sport, qui est une société savante qui prône la spécificité de la nutrition du sport, justement. Et on a un groupe de travail sur le collagène, parce qu'on est questionné, comme vous, sur quel est l'intérêt du collagène chez le sportif. Est-ce que ça, chez le sportif et l'actif, est-ce que ça préserve mieux les articulations? Est-ce que ça renforce les tendons, etc. On en est aux prémices du collagène. Actuellement, je ne peux pas vous répondre. Actuellement, la seule réponse que je peux vous faire, c'est que rien n'est prouvé sur le collagène en termes de bienfaits sur la santé au jour d'aujourd'hui. Actuellement, le collagène que vous allez consommer en gélule ou sous n'importe quelle forme, on ne sait pas s'il arrive là où on veut qu'il arrive, donc dans le tissu cible, que ce soit le tendon ou l'articulation. On ne sait pas du tout son devenir, ça c'est clair. Ce qui est certain, c'est que pour être efficace, le collagène vous devez avoir une bonne imprégnation en vitamine C, une bonne consommation de vitamine C. C'est pour ça que si vous êtes carencé en vitamine C, le collagène ne sera pas du tout efficace. Donc, vous voyez que la supplémentation en collagène, parce que là c'est une supplémentation, est étroitement liée aussi à d'autres éléments, comme la vitamine C par exemple. Et actuellement, on ne sait pas quelle est l'efficacité du collagène. C'est peut-être 0, c'est peut-être très efficace, on n'en sait rien. À quelle dose, on n'en sait rien. Donc, c'est le gros point d'interrogation sur le collagène. Donc, c'est un peu pipeau, tout ce qu'on peut voir dans les pharmacies. C'est que des hypothèses, en fait. Okay. On pense que le collagène va renforcer vos articulations. On pense que le collagène va renforcer vos tendons et vos muscles. Actuellement, il n'y a rien de prouvé. Il n'y a rien de prouvé. Donc, si on en prend, c'est quand même pas mauvais. C'est peut-être pas mauvais, mais c'est peut-être pas bon non plus pour votre organisme. Ok. Je vous laisse pour le mot de la fin. Merci en tout cas pour tous ces échanges. On peut applaudir Frédéric Maton. Merci beaucoup. Et avant que vous ne partiez, je voudrais remercier 3 personnes qui sont également dans l'organisation de cette conférence. Donc il y a Justine, Guéric et Armel. C'est mon service sport d'ACTA et je voudrais les remercier pour tout le travail effectué, parce que c'est vrai qu'on passe de belles soirées sur ces conférences. En tout cas, j'espère qu'on a répondu à certaines de vos questions. Donc maintenant, vous retrouverez toute cette conférence. Elle a été filmée et elle sera disponible dans quelques jours sur la chaîne YouTube d'ACTA. Merci beaucoup et bon retour. Merci.